Les Wazalendo défendent la République démocratique du Congo. Mais cette bénédiction apporte-t-elle aussi des problèmes? Les rêves des léopards rouges. Politique et société en RDC. Un podcast de la Fondation Friedrich Ebert. Depuis le studio Fritz, à Kinshasa, Élisée Odia. Avec la situation sécuritaire qui prévaut, surtout dans la partie est de la République démocratique du Congo, ils sont avec les FRDC au front, mais ils sont peut-être plus souvent au front, en compagnie, comme je le disais tout à l'heure, avec les FRDC. Ils sont en première ligne. Qui sont-ils? D'où viennent-ils? Quel est dans le cadre légal dans lequel ils agissent? Quel est leur statut juridique? Nous parlons des Wazalendo. Madame, messieurs, bienvenue dans ce podcast, mais bien avant, bienvenue dans ce studio Fritz. Bienvenue à ce podcast coproduit la Fondation Friedrich Ebert, qui nous permet aujourd'hui de parler de cette thématique ô combien importante sur base d'une étude produite et qui fera l'objet de notre débat ici dans le cadre de ce podcast pour parler de ce sujet combien important qui touche directement la République démocratique du Congo. J'aurai 4 intervenants et ensemble, on va essayer de parler des Wazalendo, mais également essayer de trouver des pistes et solutions pour essayer de voir dans quel cadre, dans quelle mesure ces gens, ces frères, ces patriotes qui agissent avec les FRDC peuvent être intégrés ou pas dans l'État, au niveau de l'État ici en République démocratique du Congo. Alors, comme intervenant dans le cadre de ce podcast, j'aurai Madame Nelly Godelive Mbangu Madieka. Bonjour et bienvenue. Bonjour Madame, merci pour l'invitation. Vous êtes coordinatrice de la plateforme Sauti ya Mama Mukongomani et présidente de l'association dynamique de femmes juristes, femmes et société civile. Merci Madame, c'est bien ça. Juste à côté de vous, nous avons Monsieur Christian Moleka Ndombo, analyste politique et coordinateur de la dynamique des politologues d'IPOL. Effectivement. Et en face de Monsieur Christian Moleka, nous avons Monsieur Emmanuel Dadisale, Idi, professeur d'université et coordonnateur national des volontaires pour la défense de la patrie, donc VDP Wazalendo. Bonjour et bienvenue. Bonjour et bonjour à tous. Et enfin, nous avons un représentant quand même de l'État congolais. Il nous vient de la vice-primature de l'Intérieur. Nous avons Monsieur Sylvain Mbali Boukira Moukani-Roy, pasteur, mais surtout conseiller au cabinet du VPM de l'Intérieur. Monsieur, bonjour et bienvenue à vous. Bonjour Madame Élisée. Bonjour. On commence ce podcast. Nous avons 1 heure pour essayer de parler des Wazalendo, de parler non seulement de leur rapport, mais de parler également de leur statut, de cadre légal, de comment est-ce qu'ils arrivent à mettre en place peut-être une certaine économie, le tout sur base d'une étude faite, comme je le disais au début de ces podcasts, par la Fondation Friedrich Ebert. Déjà, on commencer à avoir une idée qui sont les Wazalendo. Et là, je me tourne vers VDP. Monsieur Emmanuel Dadisale, il dit en quelques mots, oui, qui sont les Wazalendo? Qui est-ce qu'on peut appeler Wazalendo aujourd'hui? Alors, le Wazalendo, c'est une philosophie, déjà, et qu'on doit comprendre que ça n'a pas de début ni de fin. C'est juste le patriotisme. Dès que vous êtes patriote, on peut vous appeler Wazalendo. Donc, si vous parlez, par exemple, de Kimpavita, vous parlez de Lumumba, de Simon Kimbangu, ce sont des Wazalendo. C'est-à-dire des gens qui ont été capables de se battre et de mourir pour la terre de leurs ancêtres. Donc, tous les Congolais sont des Wazalendo? Théoriquement, tous les Congolais devaient être des Wazalendo. C'est-à-dire, effectivement, mais malheureusement, on a beaucoup de traîtres. Donc, dès que vous êtes traître, vous n'êtes pas Wazalendo. Vous n'aimez pas votre pays, vous n'aimez pas votre nation. Alors, globalement, il y a 3 grandes catégories de Wazalendo. Il y a la catégorie un peu qu'on appelle la première, c'est la catégorie des détenteurs de la terre, des Mwami, des culturels, etc. Ça, c'est la première catégorie du Wazalendo. Et toute la force, effectivement, qui va avec la force physique, la force spirituelle, etc. La deuxième catégorie, rapidement, c'est la catégorie des gens qui prennent les armes avec leurs mains, etc., prêts à se battre. Dans tout village, comme un panafricaniste, ça se faisait déjà depuis très longtemps. Mais ils dépendent en grande partie de la première catégorie. Et il y a la 3e catégorie, c'est exactement tout le monde. Les intellectuels, les etc., tout le monde qui peut participer, parce qu'effectivement, on ne peut pas avoir un match, n'est-ce pas, sans manager et sans spectateur.
Monsieur Christian Moleka, vous avez participé à cette étude. Est-ce que vous avez pris en compte toutes les catégories qu'on vient d'évoquer tout à l'heure de Ouazalendo? Je crois qu'il y a, et c'est intéressant ce que le professeur Saleh propose, je crois qu'il y a une dimension importante à apporter, c'est que la notion de terre en sciences politiques comme en sociologie politique revêt plusieurs caractères. Il y a la terre comme terroir et la terre comme territoire. Et c'est deux regards différents lorsqu'on est dans le regard local ou on est dans le regard national. Parce que l'attachement à la terre reprend plusieurs éléments à la fois identitaires et culturels, qui fait lorsqu'on parle du phénomène Ouazalendo, on est dans l'attachement à la terre pratiquement au niveau communautaire. Et donc cet attachement à la terre au niveau communautaire est une légitimité dans un contexte de conflit permanent et structuré qui fait que les gens se mobilisent pour défendre la terre au sens de terroir. Ensuite, il y a la terre au sens de la patrie, au sens de la nation, qui est également mobilisée pour défendre le pays. Et donc, oui, il y a deux légitimités. La légitimité de défendre la patrie, au sens où tous les Congolais sont appelés à défendre leur patrie. Et donc, cette appréhension large peut être comprise. Ensuite, il y a la logique du terroir, du communautaire, qui est, je dirais, le sens de l'étude menée dans le cadre de ce projet. À savoir le Ouazalendo, qui est un élément du terroir, composante identitaire et culturelle, qui s'élève en complément à l'État pour défendre la terre, mais dans une logique qui est la logique ambivalente on va entre terroir et territoire. On a un représentant de l'État ici, on parlera de ça, de ce Ouazalendo-là, qui peut-être de temps en temps se substitue à l'État ou devient l'État dans d'autres cas, mais on a Madame Saouti Yamama, la coordinatrice de la plateforme Saouti Yamama, Madame Godlive Mbango, votre perception des Ouazalendo? Merci beaucoup, madame. Déjà, moi, en tant que défenseuse des droits humains, ayant quitté la zone de conflit aujourd'hui, je me retrouve à Kinshasa. Je sais que les Ouazalendo, pour la plupart, ce sont mes frères du quartier, mes frères de certains villages, là où je travaillais. Donc, c'est en fait une mobilisation collective. Ça, il faut le reconnaître, ça n'a pas commencé aujourd'hui. Cela n'a pas commencé aujourd'hui, ça n'a pas commencé, même avec la guerre du M23. On ne peut pas dire que ça a commencé avec cette guerre parce que c'est en fait un phénomène qui existait depuis bien longtemps. Et c'était déjà une grande problématique à l'époque parce qu'il y avait ceux-là qui combattaient aux côtés de l'État sans que l'État ne les sache. Il y avait des gens qui étaient là, des groupes armés locaux qui étaient pour défendre leur patrie. Cela date de plus de 20 ans. Je peux parler de la PCLS aujourd'hui, il y a beaucoup d'autres groupes armés qui se sont transformés aujourd'hui en Ouazalendo, qui existaient et qui ont fait face à ce que nous vivons aujourd'hui, cette terreur qui nous est imposée aujourd'hui. Donc, pour moi, les Ouazalendo, c'est vrai, ça peut paraître comme une sorte une grande problématique. Mais il faudrait reconnaître également que c'est des jeunes patriotes. C'est comme ça que je les appelle, tout simplement. Madame Godlive a dit quelque chose de très important. C'est un phénomène qui date qui remonte de très longtemps. Mais vous avez cité certains mouvements considérés comme des milices, comme des mouvements rebelles. Là, je me retourne au niveau de M. Sylvain Mbali-Boukira. Est-ce qu'il y a une différence entre le Ouazalendo et d'autres miliciens qui sévissent surtout dans la partie est du pays, où Non. tous sont patriotes? Et il n'y a pas de différence. Que ce soit les miliciens, que ce soit le Ouazalendo. Le terme Ouazalendo est venu après. Au départ, c'était d'abord des miliciens, Maï-Maï, qui s'étaient mobilisés pour défendre. Dans un premier temps, c'était d'abord de défendre leur terroir. Et en deuxième lieu, lorsqu'ils ont constaté que les ambitions des agresseurs, c'était de prendre tous les territoires, eh bien, ils se sont mobilisés pour défendre toute la patrie. Et je reformule ma question. Est-ce qu'aujourd'hui, par exemple, on peut considérer tous les mouvements rebelles, entre guillemets, qui combattent contre l'agression dont vous venez de dénoncer, sont des Ouazalendo? Oui, en quelque sorte, ils sont tous Ouazalendo parce qu'ils combattent contre l'agression, ils sont tous Ouazalendo. Ils sont tous Ouazalendo? Monsieur le professeur Saleh, on va tout de suite entrer. Oui, rapidement, on risque de ne pas contredire. C'est la raison pour laquelle je parlais de philosophie. Philosophiquement, tout groupe n'est pas Ouazalendo ou bien Mouzalendo. Vous pouvez avoir des groupes armés pour tuer, violer et effectivement faire des exactions.
Non, ça ne respecte pas le principe du Muzalendo. Donc, prendre les armes ne veut pas dire que vous êtes Muzalendo. C'est la grande différence, effectivement. Prendre les armes n'a rien à voir avec le fait que vous êtes Muzalendo. Mais quand même, l'excellence, le conseiller a tout à fait raison. Parce que maintenant, il y a une difficulté, et c'est ça mon travail. J'ai été élu le 13 décembre 2025. On continue à essayer d'avoir la légalité avec l'État congolais. Nous nous battons jusque-là. Parce qu'effectivement, prendre les armes ne veut pas dire que vous êtes sain. Vous pouvez former votre groupe armé pour tuer et pour voler et pour piller les minéraux. Vous n'êtes pas Muzalendo. Vous êtes effectivement un malfrat. Vous êtes un bandit des grands chemins. Un bandit de grand chemin, c'est ce qui nous permet de rebondir, en fait, de revenir sur cette étude publiée par la Fondation Friedrich Ebert. On commencera par ce cadre légal. Justement, on est en train de voir qu'il y a un problème. On n'arrive pas à avoir, et là je me tourne vers M. Christian Moleka Ndombo, parce que vous avez eu à mener une étude. Aujourd'hui, est-ce que le Wazalendo, déjà qu'on a un problème pour arriver à les définir, on n'a pas la même définition, est-ce qu'il y a un cadre juridique, légal qui régisse les Wazalendo? Regarde l'étude que vous venez de publier. Il y a une tentative de l'État d'encadrer le phénomène. Et tout le monde a rappelé que le phénomène est préexistant. Ça fait plus de 30 ans qu'il y a cette organisation en groupes armés liée au déficit de l'État, puisque l'État se caractérise par sa capacité à exercer le monopole de la violence. Et lorsque vous avez ce monopole partagé avec d'autres groupes armés, ça veut dire qu'il y a un problème en amont qui est la fragilité structurelle de l'État à jouer son rôle principal, à savoir avoir le monopole de la violence. Et dès l'instant où vous avez cette émergence de monopoles fragmentés, l'État a tenté d'encadrer par la loi sous la rade, de donner une forme... La rade, expliquez-nous pour ceux qui ne connaissent pas. La loi sur la réserve armée de la défense. Donc, comment on donne une forme normative, si je peux dire, à un phénomène social préexistant qui était en manque de légitimation ou de légalisation. C'est ça la tentative qui a été faite. Mais l'étude a démontré, effectivement, qu'au-delà de la volonté qu'il faut saluer, cette loi n'a pas réussi à encadrer un phénomène de terrain qui est assez fluctuant. Parce que, comme on l'a soulevé, l'identifier, le cartographier, l'intégrer dans une moule ne correspond pas à l'approche de terrain qui reste une approche à la fois hétérogène, hétéroclite et diversifiée qui ne correspond pas à la loi. Et donc, l'étude a proposé une évolution de la loi, peut-être on reviendra sur les recommandations, pour l'adapter à une réalité de terrain qui était une réalité pragmatique, qui était une réalité opérationnelle, liée à un besoin sécuritaire, mais qui doit évoluer dans une logique à la fois post-conflit, mais également dans une logique de mieux protéger ceux qui se présentent comme Wazalendo. Parce qu'à défaut d'avoir un cadre légal qui les protège, les actes qu'ils posent ne sont pas couverts par l'État, ils s'exposent donc eux-mêmes demain à d'autres formes de poursuite. Madame Godlieve, tout à l'heure, vous disiez que les Wazalendo sont ses frères, ses enfants de quartier. Mais actuellement, quand ils reviennent sous une autre forme, avec une autre peau de Wazalendo, comment vous les considérez? Bon, d'abord, il faut reconnaître que les frères Wazalendo qui sont très bien formés, qui ont été, comme on a dit, dans une sorte d'idéologie, parce qu'il y a quand même une idéologie. Il y a une idéologie derrière ça. Ils suivent des formations, oui, non, bon, ça veut dire qu'il y a des formations au niveau... À l'interne, au niveau de leur groupe, comment ils s'organisent. Ça, c'est vrai, ils sont organisés. Et ceux qui ne sont pas organisés aujourd'hui ont pris juste le cours de ce qui se passe. Donc, ça veut dire qu'ils ont appris qu'il y a des Wazalendo qui se battent contre l'agression et il y en a une mobilisation collective où les gens se disent, nous aussi, nous accompagnons l'action. Mais il y a quand même une sorte de, comment je dis, une mobilisation déjà au départ. Il y a... Je me rappelle qu'à un certain moment, j'étais à Massissi, il y a plus de 10 ans, où à un certain moment, je devrais traverser une zone pour aller dans une autre zone, je crois que c'était vers cette zone qu'on appelle Kirolure, pour aller. Et puis, c'était difficile pour moi d'y arriver sans accompagnement de Wazalendo. Pourquoi? Parce que cette route-là était vraiment, comme on dit, très insécure et j'étais obligée de me faire accompagner. Activiste de mon État, défenseuse de droits humains, mais j'étais obligée d'avoir quelqu'un qui puisse m'aider à vraiment faire ce travail, donc à m'accompagner. Et les Wazalendo, c'est vrai Wazalendo à l'époque, ils savaient comment faire les choses.
comment faire les choses. À l'époque, on peut même le dire, il y a plus de 10 ans, je vous dis. Il y a plus de 10 ans, ils m'ont accompagné et ils m'ont même sécurisé donc, dans la zone. Et j'ai fait mon travail comme il se doit et je suis retournée chez moi. Et alors, à cette époque-là, on pouvait dire que l'idéologie était même là. Mais aujourd'hui, on sait pertinemment bien que c'est difficile de pouvoir gérer tous les Wazalendo, surtout dans certaines zones où on ne contrôle pas. Mais ils existent dans toutes les zones. Ils sont là. C'est très difficile, mais nous savons également que l'État congolais est en train de fournir des efforts, et ces efforts-là, nous devons les accompagner. Nous, en tant que défenseurs de droits humains, société civile, ce sont des efforts qu'il faut accompagner. Monsieur Emmanuel Dadi Saleh dit c'est un problème réel actuellement. Les Wazalendo posent problème. On ne sait pas s'ils sont militaires, s'ils sont civils, s'ils sont avec l'armée. C'est un fait. Ça fait désordre. Ce ne sont pas les Wazalendo qui posent problème. Absolument pas. C'est l'incapacité de contrôler la souveraineté de l'État congolais qui pose problème. Alors, je reviens sur la voie légale. Déjà, l'article 63 de la Constitution est clair. Ça, c'est déjà une voie légale, mais totalement insuffisante. C'est là où je suis tout à fait d'accord avec l'étude qui a été menée. L'article 63 de la Constitution autorise à tout Congolais, en cas 63. 63. Il y a confusion entre 64 et 63. 63. Nous sommes basés sur 63, pas sur 64. L'article 63 de la Constitution autorise à tout Congolais d'utiliser toute la force, tout ce qu'il peut avoir pour défendre sa nation quand sa nation est menacée. C'est pas se substituer quand même de l'État qui a été... S'il vous plaît. Je parle de la Constitution, je ne parle pas de ce que quelqu'un pense. Si vous pensez qu'il s'agit de se substituer, c'est vous. Mais la Constitution, qui est la loi mère, dit ceci. Tout Congolais, sauf exception, on n'a pas dit l'armée, on a dit tout Congolais a le droit de défendre la nation, ça va si la nation est attaquée, menacée. C'est-à-dire que cet article-là est une base, mais je suis d'accord avec la recherche, pas une base suffisante. C'est une base pour vous dire que nous sommes légalement en train de défendre notre territoire. Mais effectivement, vous avez tellement eu des gens qui ont mal interprété les choses qui font l'inverse. C'est comme effectivement en Ukraine, s'il vous plaît. En Ukraine, dès que l'Ukraine a été un peu dépassée par l'armée, eh bien, tout le monde avait le droit de se battre, mais l'avantage qu'ils ont eu, c'est quoi? C'est que ça a été encadré. Encadré par des ONG, s'il vous plaît, par des ONG, par d'autres États amis. Les fonds qui venaient de l'Europe venaient encadrer effectivement les civils ukrainiens qui prenaient les armes. Mais nous, la difficulté, c'est ça. C'est qu'on a cette difficulté déjà de la compréhension de la question. Les Wazalendo ne posent aucun grand problème. Le problème, c'est l'État congolais, les gens qui attaquent la République démocratique du Congo pour défendre la souveraineté. Donc, cette voie légale nous a ramenés vers la RAD, où on félicite le chef de l'État qui a sorti un décret, ça va? Et il y a effectivement d'ordonnance plutôt, et puis le décret est venu pour effectivement que la RAD puisse, comme réserve armée de la défense, puisse exactement encadrer les Wazalendo de toute autre personne qui aimerait se battre. On va dire, vous parlez de l'encadrement, mais quand on lit quand même cette étude, on est en train de voir qu'il y a des Wazalendo qui échappent au contrôle, qui évoluent en électons libres, carrément, dans certains points, d'où le désordre dénoncé par d'autres. Je voulais prendre la réaction, on va revenir, parce qu'il y aura aussi l'aspect économique, où on voit, je vous en prie. Parce qu'effectivement, si je ne clôture pas, ça ne va pas se comprendre. Avec la RAD, l'ordonnance est claire, ça va, mais c'est juste pour que les gens soient des réservistes, donc passer par une procédure. Par exemple, à Nyareke, il y a des camps. Donc, l'ordonnance, il faut refaire la loi. J'ai discuté avec le général Padik, avec tout le monde, c'est mon boulot, comme je vous ai dit, ça va. Il y a carence de législation. C'est-à-dire que nous voulons maintenant une loi. Moi, je suis coordonnateur de Wazalendo. Nous sommes en train de nous battre sur terrain. C'est-à-dire déjà, nous ne pouvons pas, ça va, aller tous à des formations, sinon les lignes de front resteront vierges. Ça va pas aller. Nous ne pouvons pas aller dans le programme de DDRS parce que nous sommes en train de nous battre, on ne peut pas livrer nos armes dans ces sens-là. Donc, il y a incohérence. C'est là où je suis d'accord avec l'étude. Il faut refaire totalement la loi pour que ces cadres soient potables et soient réalistes sur terrain. Réaliste sur terrain, moi je vais prendre le représentant de l'État qui est là avec nous, M. Sylvain Baliboukira. On parle de cette incohérence entre le statut de Wazalendo actuellement et une fragmentation de l'autorité de l'État. On peut retrouver ça dans cette étude. C'est-à-dire c'est comme si l'État congolais avait cédé une partie de son pouvoir au Wazalendo. Est-ce que ce n'est pas un danger? Il y a effectivement un danger.
Je pense que ceux qui ont mené ces études ici, le défi de Ouazalendo, devraient d'abord commencer par les causes, l'origine, c'est important. Parce qu'on ne peut pas parler aujourd'hui de l'autorité de l'État qui est menacée par les Ouazalendo sans parler de l'origine. À la base, d'abord, pour qu'il y ait les Ouazalendo, c'est parce qu'il y a eu agression. Et lorsqu'il y a eu agression, nous savons qu'il y a eu un chef d'état-major rwandais qui a dirigé notre armée et qui en a profité pour détruire tout l'outil de la défense de notre pays. Et donc, au moment où il y a eu cette agression, notre armée était déjà désintégrée et ne pouvait même plus défendre le pays. Évidemment, derrière ce plat-là, on voulait en fait faire disparaître l'État congolais. Donc aujourd'hui, le Congo a un problème. C'est vrai, l'État congolais n'a pas les moyens d'organiser ce Ouazalendo. Il n'a pas encore les moyens parce qu'il ne contrôle pas d'abord tous les territoires. Et cela a été fait sciemment par ceux-là qui ont voulu de la disparition de notre État. Et ils l'ont fait pour que, effectivement, les pays n'aient pas le temps d'organiser et qu'on puisse les désintégrer. Donc, il y a ce problème-là. La cause, d'abord, on a connu cette agression qui était soutenue par l'extérieur qui avait un plan pour désintégrer le pays et qui a permis une désintégration de l'outil de défense du pays. Et donc, aujourd'hui, l'État congolais a ce défi-là. Comment organiser une jeunesse pendant qu'il ne sait même pas encore comment organiser même son propre armée. Vous avez suivi le chef de l'État qui a dit qu'il était mal informé même sur l'armée. Donc, quand on n'est pas même informé d'abord sur l'armée, comment on va organiser une milice qui existe sur l'ensemble du pays sans pour autant avoir même cette loi? Est-ce qu'on peut résoudre un problème en créant un autre? Je pose la question rapidement, 1 minute. Est-ce qu'aujourd'hui, je reste avec vous et ensuite on va faire, parce que là on est dans le cadre légal, on va tout de suite entamer dans quelques minutes l'aspect économique parce que ça pose. Est-ce qu'aujourd'hui on n'arrive pas à définir les Ouazalendo? Est-ce que c'est pas vouloir résoudre un problème en créant un autre? Effectivement, il y a un problème. Vous savez, cette loi-là, la RAD, qui a été promulguée par les chefs de l'État, n'a jamais été mise en application. Je suis en contact avec le général qui est en charge de la RAD, mais on ne lui donne jamais l'autorisation de descendre sur le terrain pour organiser. Il y a toujours des pressions de la communauté internationale qui ne veulent pas l'existence même de la RAD, qui n'en veulent même pas. C'est ça la réalité aussi. Professeur Dadi, est-ce qu'avec le Ouazalendo, juste dans cet aspect-là, parce qu'il y a une certaine ambiguïté, on ne sait pas qui ils sont régis légalement, sur le plan juridique, est-ce que sur le plan légal juridique, c'est pas vouloir résoudre un problème en créant un autre? Et je pense que la question est très mal posée. Je m'excuse parce que... Non, mais je vous en prie, vous avez le droit. Ne vous en faites pas. Je sais de quoi je parle. J'ai dit à tout le monde, ça va, que ce soit l'État congolais, que ce soit les journalistes. Si déjà vous pensez qu'il y a ambiguïté, c'est que c'est dans vous qu'il y a ambiguïté. Pour nous, les Ouazalendo, et pour tout patriote, il n'y a pas ambiguïté. En Ukraine, il n'y avait pas ambiguïté quand les Ukrainiens ont voulu défendre leurs terres. Ce sont les gens, pas vous personnellement. Ce sont les gens qui ne veulent pas comprendre qu'il ne devait pas avoir d'ambiguïté. Vous allez un peu dans cette logique de l'ennemi pour vilipender les Ouazalendo, essayer de prendre tous les côtés négatifs. Les négatifs sera toujours là. Si les Ouazalendo ne sont pas encadrés, il s'agit de bombes à retardement. C'est tout à fait normal parce qu'on ne veut entendre personne. On va défendre notre nation, l'article 63 est clair. Et on demande que ça soit renforcé. Alors, j'ai été très content parce que c'est l'autorité de l'État qui vient de vous dire que l'armée existe, mais existe des noms. L'autorité vient de vous le dire, ce n'est pas moi. C'est pas très patriote de dire ça de son armée. C'est pas ça la vraie question. Le président de la République a si bien dit. Et on est en train d'arrêter assez de généraux pour ça. Notre armée, nos services de renseignement, et accepter qu'on est malade ne veut pas dire qu'on n'est pas patriote. On est malade, on se fait soigner. Et ici, ne vous en faites pas. Le chef de l'État a déjà trouvé des solutions. Mais il faut lire. C'est que la solution est là. La RAD doit être fonctionnelle. Et au-delà de la RAD, moi, je suis le coordonnateur national de Ouazalendo. J'ai été voté par 262 groupes
ça va, de VDP, c'est-à-dire que le chef de l'État, en 2004, avait demandé que les Wazalendo puissent mieux s'organiser. Ce que nous sommes en train de faire. Donc, je demande à tout le monde de soutenir cette organisation plutôt que de penser qu'il n'y a pas de solution. Monsieur Christian, on va revenir avec vous parce que vous avez, j'essaie de le répéter, participé, collaboré dans la rédaction de cette étude. Il y a eu cet aspect légal, juridique, mais il y a également le côté économique. Et quand vous lisez cette étude, on se dit, mais les Wazalendo se comportent aussi un peu en roi de lait. Ils ne sont pas si différents, par exemple, des M23 actuellement, des AFC, par exemple, dans les carrés miniers. Sur le plan économique, ils se comportent un peu comme ils le veulent, en dehors de toute réglementation, de toute loi. Est-ce que c'est un problème? Juste clôturer l'aspect légal, puisque M. Saleh parle beaucoup du modèle ukrainien. En Ukraine, il y a une loi martiale qui a été promulguée. Et il y a une organisation territoriale de la défense qui s'appelle la défense territoriale, qui existait avant la guerre. C'est-à-dire comment l'État organise territorialement sa défense en mobilisant les citoyens. Ce modèle-là existe et la guerre a permis de le questionner et de l'améliorer. Chez nous, la loi martiale n'a pas été promulguée. Il y a, comme le dit, un déficit d'encadrement. Et ce modèle de mobilisation, elle est citoyenne. Hein? Et nous avons dit dans l'étude que c'était une logique pragmatique liée à une situation d'urgence. La mobilisation, elle était citoyenne. Et donc, n'a pas été encadrée. Et les tentatives qui viennent après n'arrivent pas à épouser les contours de la réalité de terrain. Et donc, le souci, c'est soit d'améliorer les dispositifs pour qu'ils encadrent mieux la réalité de terrain, soit réfléchir sur les aspects post-conflit, parce que le Congo ne restera pas tellement en conflit. Et donc, comment nous préparons l'avenir post-conflit avec des dispositifs de terrain qui existent aujourd'hui, tenant compte d'une réalité, et le Conseil l'a bien rappelé, des réalités historiques bien évidentes. Maintenant, c'est l'aspect économique. Mais il y a une économie de la protection, il est de la démontrer. L'État étant en incapacité d'alimenter lui-même les moyens de la défense, ceux qui, de manière citoyenne, se sont mobilisés, ont également développé une économie citoyenne de la protection, qui ne dépendait pas toujours de l'encadrement de l'État, c'est-à-dire des barrières, des formes de taxes, d'accompagnement économique, des protections d'intérêts économiques de terrain, qui fait qu'il y a une économie parallèle. Autant qu'il y a une loi normative qui n'encadre pas, autant il y a une économie parallèle qui n'encadre pas, qui dépend totalement de ces groupes armés. Et cette économie parallèle, elle a l'avantage opérationnel de permettre une autonomie stratégique. Elle a l'inconvénient de peser à la fois sur les citoyens que sur les entreprises ou les partenaires économiques de terrain. Et donc là également, il y a nécessité, l'étude l'a démontré, d'encadrer cette économie des protections, qui au départ était citoyenne, vers un modèle étatique. Et il y a des recommandations très pragmatiques qui ont été proposées par nos différents chercheurs, notamment en termes de fonds de stabilité. Si l'État veut répondre le contrôle sur le Wazalendo, il ne doit pas uniquement répondre le contrôle légal, il doit également répondre le contrôle financier, en créant par exemple un fonds de stabilité qui permette d'alimenter ces structures sur le terrain et n'est pas dépendre. On allait revenir sur ça lors de nos recommandations avant de terminer. Bon, on va quand même poursuivre parce qu'on aimerait avoir le regard sur... Madame, vous avez eu à côtoyer Madame Godlive Mbangu Madieka, donc vous avez côtoyé ces gens. Comment ils font pour survivre? On nous a expliqué, mais vous, on parle des collectes. Comment les Wazalendo font pour survivre, pour avoir des moyens? Comment ils procèdent? Où ils procèdent actuellement? Tout en reconnaissant que certains Wazalendo utilisent leur pouvoir pour se faire quand même de l'argent dans certaines zones. C'est-à-dire Ça veut dire des barrières. Ça, c'est connu. Même l'État congolais connaît qu'il existe des barrières aujourd'hui qui sont créées par les Wazalendo. Il faudrait également reconnaître que la population congolaise à l'est de la RDC s'est mobilisée pour encadrer de sa manière les Wazalendo. Je me rappelle que même à un certain moment, nous étions appelés à contribuer. Nous étions appelés à contribuer pour le Wazalendo. Je me rappelle également qu'à un certain moment, il y avait certaines organisations au niveau de la société civile qui ont pensé qu'il fallait faire des formations avec les Wazalendo. J'ai participé dans 2 ou 3 formations avec les Wazalendo, où il a fallu leur parler du droit international, humanitaire. C'était vraiment une organisation, une initiative privée, citoyenne au niveau de la base, et où on parle quand même de certaines lois pour les aider. C'est des jeunes qui prennent des armes, qui ne connaissent pas, aux environs de 20
à 40 ans, donc on le sait, qui n'ont jamais connu, par exemple, parler de la loi, c'est quelque chose qu'ils ne connaissent vraiment pas, mais ils ont été formés, certains ont été formés par la société civile. Comment ils font pour survivre actuellement? Alors, ce qu'ils font aujourd'hui, l'étude a démontré ça? qu'il existe des barrières. Il y a des taxes qui sont créées par les Wazalendo, mais il y a aussi l'initiative privée, des personnes de bonne foi, des personnes qui sont appelées, qui sont attachées à leur pays, qui aujourd'hui amènent aux Wazalendo à manger. Ça c'est connu. Je connais même certains dignitaires de ces pays qui appuient les Wazalendo. Donc, c'est en fait une mobilisation collective. Tout le monde voudrait voir son pays être libéré. Et c'est ce qui s'est fait sur le terrain. Monsieur le conseiller Sylvain Bali-Boukira, est-ce qu'aujourd'hui vous avez des Wazalendo qui ne sont pas directement gérés par les FARDC? Maintenant, là, ils acquièrent quand même une autonomie financière. Est-ce que, je reprends ma question, ça ne vous inquiète pas? C'est vraiment inquiétant. C'est un problème crucial de l'État congolais. Ces Wazalendo-là ne sont pas pris en charge tous. Nous sommes au courant qu'ils créent des barrières illégales. Nous sommes au courant qu'ils exploitent des minerais aussi pour survivre. On est au courant de tout ça. Mais le grand problème que l'État congolais a aujourd'hui, c'est encore l'occupation de notre territoire. Je pense qu'une fois que le territoire est vraiment libéré, l'État congolais va s'organiser pour prendre en charge les Wazalendo. Et parmi vous voyez quelqu'un qui était en train dans une mine, où il se faisait beaucoup d'argent, et juste après, quand il y aura la paix, vous le voyez dire oui, je veux aller facilement vers la démobilisation, peut-être commencer à toucher les miettes que donne la fonction publique. Vous pensez que ça va être facile d'enlever ce fromage dans la bouche de ces Wazalendo d'aujourd'hui qui gèrent des millions? Si l'État congolais peut reprendre l'intégrité de son territoire, et si notre armée peut être organisée, je pense qu'on peut mettre fin à tout cela. C'est possible. Professeur Dadi Saleidi, vous parlez, est-ce que les Wazalendo ne sont pas en train de devenir un État dans un État? Non, absolument pas, parce que, comme je l'ai dit, prenons la voie légale. Le chef de l'État est clair. Il crée la RAD, et il y a une partie déjà des Wazalendo, je veux parler du camp de Nialé. Je parle de faits, pas de spéculations, qui sont déjà en train d'être formés. Donc, le processus est déjà là, s'il vous plaît. Je ne suis pas en train de dire de ce qui sera, mais il faut reconnaître qu'il y a des blocages. Et nous venons d'écrire au président et à toutes les autorités, effectivement, par le fait qu'il y a beaucoup de traîtres, non seulement dans l'armée et autour du chef de l'État, qui ne veulent pas que le Wazalendo puisse s'organiser. Parce que pour l'instant, ce que vous craignez est vrai, madame. Les Wazalendo, beaucoup de groupes de Wazalendo sont exploités par les politiciens. Ils ont les armes, ils ont l'argent. Là n'est pas le après, problème. Ils auront le pouvoir. Votre attention, madame, parce qu'effectivement, une question, quand elle est prise dans son sens négatif, naturellement, vous restez dans les négatifs. Prenez aussi la question dans le sens positif. Nous ne serons pas en train de parler ici où nous sommes si les Wazalendo n'existaient pas. Vous ne serez pas en sécurité ici à Kinshasa, ni marcher matin, midi, soir, si nous n'étions pas là. Mais est-ce que vous posez des questions, comment nous mangeons, comment nous nous habillons, comment nous nous faisons soigner? C'est ça la vraie question. Nous défendons la terre de nos ancêtres. Et nous défendons, comme mon co-débatteur, j'étais 100% d'accord avec lui, ça va, l'aspect communautaire qui s'est transformé en aspect national, comme communauté. C'est la communauté nationale. Donc, s'il vous plaît, vous devez plutôt vous poser des questions. Vous dites, on devait tous se cotiser, et je suis dans une campagne de veille patriotique dans ce sens-là, tout le monde devait se cotiser pour nourrir le Wazalendo, en attendant que le budget de l'État puisse faire son travail. Parce que déjà, vous avez appris que le ministre des Finances a bien précisé que chaque mois, c'est 4 millions de dollars qui sortent. Donc, il ne faut pas dire qu'il y a zéro. Absolument pas. La RAD a des moyens et il y a d'autres mécanismes qui ont été donnés là-bas officiellement. Mais malheureusement, c'est détourné. Et on l'a démontré. Moi, je suis coordonnateur de Wazalendo national. Élu, je précise, 262 groupes. Mais je suis bloqué. Pourquoi? Parce que ces systèmes-là, ça va, qui volaient l'argent matin, midi, soir, qui n'arrivaient pas au Wazalendo, existent encore. Et jusqu'aujourd'hui, l'argent sort. C'est lui qui va vous dire que l'argent ne sort pas, donc il n'a pas écouté Fomba. Il a dit officiellement, pas officieusement. Donc, s'il vous plaît, la volonté du chef de l'État est là, le processus est là, mais le ministre l'a si bien dit. Nous avons tellement de traites. Pour l'instant, nous sommes en conflit un peu indirect et direct avec les instances officielles. Je suis désolé, je fais des demandes. Expliquez un peu, conflit direct et indirect. Oui, je l'ai dit parce que je l'ai écrit. Je l'ai écrit au président de la République.
il y a plus ou moins 4-5 jours. J'ai demandé des audiences au ministère de l'Intérieur. Je n'arrive pas à être reçu par le ministre de l'Intérieur parce qu'effectivement, il est trop busy, on ne sait pas en train de faire quoi. Excusez-moi d'être direct. Et je suis avec son représentant. J'ai demandé des audiences avec le ministre de la Défense et les réponses sont écoutez, on voit. Le chef d'état-major, j'étais avec le chef d'état-major en face, qui vous dit, je vous l'ai dit parce que je l'ai dit officiellement, eh bien, lui, le Ouazalendo, c'est tout un désordre et il ne comprend rien. Effectivement, quand vous ne comprenez rien, vous démissionnez, vous laissez le poste aux gens qui comprennent. Donc, implicitement, comme on est là, on va aborder quand même le troisième aspect. On a l'impression, on vous entend parler comme s'il y a un désordre peut-être qui sera entretenu au niveau de Kinshasa, de l'État congolais qui prend du temps, qui traîne le pied pour essayer de commencer. Des voleurs, etc. On va revenir dans cette étude qui fait l'objet quand même de ces échanges ou de ce podcast. On a parlé du cadre légal, juridique, on a parlé de cette économie qui s'est mise en place par les Ouazalendo, mais à la fin, Madame Godlieve va aborder la problématique de droits humains. Monsieur Christian Moleka, on a l'impression que, et l'étude démontre qu'ils ne connaissent pas le droit et ils peuvent facilement tomber dans un piège, les Ouazalendo, d'autant plus qu'ils ne connaissent pas le droit, leurs droits. Effectivement, parce que d'abord, ils ne sont pas encadrés. La guerre elle-même est un cadre normatif. Il y a le droit de la guerre. Et donc, ceux qui prennent les armes sont régis par le droit de la guerre. Dès l'instant où vous avez une mobilisation citoyenne qui n'est pas encadrée ou qui n'est pas accompagnée par un encadrement efficient, le défi, le premier, c'est l'application du droit de la guerre aux Ouazalendo eux-mêmes. À supposer qu'un Ouazalendo est arrêté par les agresseurs rwandais, est-ce qu'on lui reconnaît le statut des prisonniers de guerre? Répondez rapidement, on fait un dialogue. Quand on parle des droits humains, Monsieur Christian, on laisse le professeur répondre. Est-ce qu'aujourd'hui, si un Ouazalendo est arrêté ou séquestré par un Rwandais, quelle est la loi qui s'applique à lui? Le statut plutôt. Officiellement, non. Oui. Parce qu'effectivement, pour tout ce qui est officiellement, Rwandais, non. Officiellement, non. Officieusement, oui. Je m'explique. Les Rwandais ont libéré les gens, et les Ouazalendo et les FARDC au même moment, par rapport au fait, effectivement, qu'il fallait libérer les prisonniers. Donc, ils ont reconnu que les Ouazalendo étaient aussi des combattants. Mais officiellement, ça va, ce n'est pas dit. Et effectivement, les chercheurs ont tout à fait raison. Et c'est la raison pour laquelle nous voulons les renforcements du cadre légal. Madame, nous sommes très pratiques. Nous nous battons contre les unités spéciales du Rwanda. Donc, ceux qui pensent qu'on n'est pas organisé, c'est eux qui se trompent. On est tellement organisé que vous n'imaginez même pas. Mais cela étant, c'est une organisation interne qui doit être encadrée par une organisation de l'État et des institutions. Mais nous, à l'interne, on est vachement qu'on ne pouvait même pas imaginer organiser. Le défi en droits humains reste le même défi que le cadre légal. C'est-à-dire qu'il y a une réalité de fait qui existe, mais qui n'est pas de manière normative totalement encadrée par la loi. Et donc, même en matière de droits humains, que ce soit en termes de protection du Ouazalendo lui-même, il ne sait pas profiter d'une couverture juridique dans ce contexte normatif de la guerre. Monsieur Salé, est-ce que vous avez conscience de cela? Parce que là, vous avez parlé des libérations. Ça peut se faire. Mais en cas de poursuite, peut-être pour crime de guerre contre Ouazalendo, il est soumis à quel statut? Oui, j'ai écrit au président de la République et nous avons dit effectivement que nous sommes en danger. L'État congolais ne nous protège pas assez comme les enquêtes ont été menées. Et c'est tout à fait vrai. Les Ouazalendo doivent être sécurisés par l'État congolais, ce qui n'est pas encore le cas. J'espère, on m'a dit qu'on va me répondre cette fois-ci. Je vous précise effectivement que le DIRCAP du chef de l'État a écrit au VPM de la Défense et au chef d'état-major pour ces cas-là. Donc, je le fais officiellement, ce que vous êtes en train de dire en coulisses. Nous reconnaissons ces dangers-là. Donc, les enquêtes, les études sont totalement vraies. Et nous ne pouvons pas, nous, les Ouazalendo, continuer à rester dans des statuts instables, pas clairs, où c'est un peu comme si on peut nous sacrifier à n'importe quel moment. Donc, nous reconnaissons cela et vous avez tout à fait raison. Nous y travaillons. Le représentant de l'État qui est là avec nous, M. Sylvain Baliboukira, est-ce qu'aujourd'hui, ce statut-là, on doit le faire avant un processus de désarmement? Pendant ou comment? Comment est-ce que ça va se faire, ce statut-là, pour la protection des Ouazalendo? Est-ce qu'il faut qu'il y ait le programme de désarmement ou c'est en pleine action pendant qu'on est en pleine guerre? Comment est-ce qu'on peut essayer de protéger juridiquement C'est autant de défis, autant de problèmes que le gouvernement a actuellement. Il y a un programme de démobilisation
Mais comment faut-il démobiliser des gens alors qu'ils sont encore au front? Comment faut-il prendre ces gens-là qui n'ont aucun statut jusque-là juridique? Comment peuvent-ils être condamnés alors qu'ils commettent effectivement beaucoup d'abus sur les terrains? Mais comment c'est vous l'État? Comment vous faites? Est-ce que vous aviez conscience de cela? Qu'est-ce qui est fait, par exemple, au niveau de l'État congolais pour effectivement avoir cette protection, mais également procéder? Est-ce qu'il n'y a pas de mécanismes qui sont mis en place au niveau de l'État congolais? Je dois reconnaître qu'il y a un problème au niveau du gouvernement. Il y a des forces qui combattent effectivement les Wazalendo au sein du gouvernement et qui ne veulent pas qu'il y ait une organisation, qui ne veulent pas qu'il y ait l'application de la loi sur la HAD. C'est ça le grand problème auquel on est confronté. En même temps, comme le professeur Saleh l'a dit, s'il n'est pas récible chez le VPM de l'intérieur, c'est parce que le VPM de l'intérieur, il sait qu'il y a beaucoup de présidents, beaucoup de coordonnateurs de VDP. Chacun se présente coordonnateur et finalement, c'est un imbroglio difficile vraiment à gérer. Madame Godliff, tout à l'heure, on disait, est-ce qu'il y a un désordre structuré, organisé au niveau de l'État congolais pour entretenir ce désordre-là au sein de Wazalendo, quitte à les mettre en difficulté parce que, voilà, ils n'ont pas de statut et sur le droit, dans le domaine des droits humains, ça peut devenir un problème sérieux pour ces patriotes, comme on les appelle. Bon, je pense que l'État lui-même a reconnu qu'il y a des problèmes. Donc, ces problèmes, c'est vraiment des problèmes structurels. Et nous, en tant que structure de la société civile, nous avons également écrit plusieurs fois. D'ailleurs, moi, je me rappelle que c'était déjà en 2000, lorsqu'ils ont décrété l'état de siège, là, ensemble avec les collègues de la société civile, les femmes, en synergie, on s'est organisé pour arriver ici, pour parler de la situation de Wazalendo. Nous avons été reçus par le Premier ministre, nous avons discuté avec lui, nous avons échangé, nous lui avons remis notre note de plaidoyer, et dans laquelle il y avait tous ces aspects-là, la démobilisation, mais aussi cet aspect de Wazalendo qui travaille sur le terrain, qui déjà à l'époque devrait être reconnu. On est quand même aujourd'hui en train de nous dire qu'il y a quand même des petites avancées, ça il faut le reconnaître. Lorsqu'il y a une loi, ça veut dire qu'il y a une avancée, il y a une reconnaissance. Mais c'est la loi, ça ne suffit pas, il faut l'appliquer. Et lorsque la loi n'est pas appliquée, c'est là qui pose beaucoup de problèmes. Et nous, en tant que civils, comment je dis, citoyens congolais, nous avons besoin de voir notre pays libéré. Moi, j'ai besoin de rentrer chez moi. Et moi, si on me dit aujourd'hui que les Wazalendo ont libéré Goma, mais pourquoi pas, je serais très contente de retourner chez moi. C'est ça mon souci. Donc, vous êtes en train de nous dire, écoutez, fermons les yeux sur tout. Non, c'est pas ce que je dis, mais je dis que l'État congolais devrait prendre les choses en main. J'ai parlé, la fois passée, j'ai parlé même avec le commandant, je crois que le colonel qui est responsabilisé pour appuyer les Wazalendo sur le terrain. C'est Kololo, j'ai discuté avec lui pour dire certaines vérités, même les Wazalendo qui aujourd'hui violent les femmes dans certaines zones. J'ai fait ce rapport-là, donc c'est pas que parce que c'est nos frères congolais que nous allons refuser de dire tout ce qui se passe sur le terrain. Avec le souci de voir les choses s'améliorer, on voudrait également que les Congolais, plutôt le gouvernement congolais, fasse un effort pour encadrer cette dynamique. La question des droits humains, ce n'est pas uniquement en termes de protection de Wazalendo, mais c'est également en termes d'abus vis-à-vis de ces populations. Et je crois que l'étude là également a démontré qu'au-delà du fait qu'on met en place la loi, il faut aller en renforcer en capacité en droits humains ceux qui ont été mis dans la réserve, pour que leur attitude sur le terrain ne soit pas demain créatrice d'infractions, de crimes de guerre, de crimes d'humanité, qui reviendront à l'État congolais parce qu'ils sont sous-traitants de l'État congolais. Et donc, il y a cette dimension également à prendre en compte. Et ça demande une réflexion bien plus large qu'uniquement un projet de loi. Et le but de l'étude avec la Fondation, c'était d'ouvrir cette réflexion-là, qui restera très, très pendante et qui peut être alimentée encore par d'autres réflexions, dont le souci de prendre en compte une réalité pragmatique, comme je le dis, factuelle, et bien qui n'est pas totalement encadrée parce qu'il y a trop de zones grises qui échappent au cadre normatif actuel. Je voudrais ajouter un élément. Je vous en prie, Madame Gottlieb. Je voudrais ajouter un élément, c'est qu'aujourd'hui, malgré, on peut dire, la faiblesse de ce côté-là pour l'État congolais de pouvoir encadrer, il y a quand même des initiatives privées. Moi, il n'y a pas 2-3 jours,
Je me rappelle qu'il y a des collègues qui m'ont dit qu'il y avait une formation qui s'était organisée avec les Wazalendo d'un terroir au niveau de Moussienene, où on a discuté avec les Wazalendo pour parler avec sur la protection, mais aussi les abus et exploitation sexuelle envers les femmes. Et ils ont été là, ils sont là, et ils comprennent. Le souci serait que l'État accompagne également ces initiatives-là. C'est parce que nous savons que l'État ne peut pas tout faire. La paix, ça concerne tout le monde. L'État doit donner aussi des possibilités à ceux-là qui l'accompagnent. Donc, disons, les sociétés civiles, la société civile congolaise et toutes les organisations de la société civile qui sont sur terrain actuellement. On reviendra sur ça dans les cas des recommandations. Moi, je voulais revenir encore, mais cette fois-ci, je crois que le professeur Salé peut nous répondre. Comment on essaye de créer ou de trouver un statut juridique à ces Wazalendo, tout en lançant d'un côté la problématique des démobilisations. Est-ce que ça va de pair ou est-ce qu'il faut attendre la fin de la guerre? Est-ce qu'on doit faire l'un et attendre l'autre ou on peut faire les deux à la fois? Comment est-ce qu'on procède? On fait les deux à la fois et on n'a pas à attendre. Et comme le responsable de l'État l'a si bien dit, je suis désolé, cher responsable, il n'y a pas eu 50 élections. Vous-même, vous restez dans la confusion. Il y a eu une seule élection officielle qui était encadrée avec 262 groupes. Et vous n'en avez pas deux. Chacun se proclame ici, etc., des politiciens. Mais on ne vous comprend plus. En 2024, les chefs de l'État, en recevant 51 généraux, demandent aux Wazalendo de s'organiser. Il n'y a pas eu des organisations. Il y a eu l'unique organisation. Et tous les documents sont là, officiellement transmis. Ce qui fait qu'effectivement, nous comprenons qu'ils ne pensaient pas, parce que moi-même, j'étais avec ces chefs-là. Ils disaient non, vous ne pouvez pas être capable de vous organiser. Maintenant, quand ils ont compris qu'on a été capable de nous organiser, ils essaient de nous désorganiser. J'ai écrit officiellement, s'il vous plaît, vous ne nous recevez pas parce qu'il y a plusieurs groupes. Il n'y a qu'un seul groupe qui a été organisé officiellement par 262 groupes de Wazalendo. Et vous continuez à recevoir les gens de vos obédiences, ça va? Parce qu'il est... Non, s'il vous plaît, c'est très sérieux. Parce que c'est un désordre structurel. Et pour l'instant, nous sommes en train de demander que certaines personnes soient arrêtées et soient démises de leurs fonctions parce qu'effectivement, nous représentons au minimum 70 à 80% des lignes de front avancées. Ah oui, pour ceux qui ne le savent pas. Donc, quand je suis en train de parler, ne pensez pas que je parle pour blaguer. Oui, je l'ai dit au chef de l'État à travers des correspondances officielles et à toutes les autorités. Si vous voulez les désordres, alors là, on risque d'avoir des désordres. Et vous pensez que ce désordre qui, pour certains, serait entretenu par Kinshasa, par certaines autorités, pas par les chefs de l'État, parce qu'il a demandé, il est d'accord avec nous. Ça a un impact hier, je travaille même ce matin avec les gens de la présidence, avec toutes les autorités. Mais effectivement, les blocages, comme je vous ai dit, quand le DURCAB du chef de l'État écrit au VPM de la Défense, excusez-moi de le dire, au VPM de la Défense, au chef d'état-major, et qu'il résiste, ça va, à cette injonction, alors vous comprenez là où se trouve le problème. Écoutez, je parle d'officiel, et allez vérifier les correspondances, je ne parle pas des ondits. Allez vérifier, chères autorités, les correspondances dans votre bureau, vous avez toutes les copies, et des élections de tout. Donc, je pense, madame, la question des droits de l'homme sur terrain, elle est importante et nos portes sont ouvertes, comme madame vient de le dire. Parce qu'effectivement, on a besoin de formation. On a besoin de soutien dans ce sens de formation. On a besoin que les femmes soient... déjà, on a des problèmes avec nos femmes qui sont dans nos lignes de front. C'est quoi un viol? Parfois, ils ne savent même pas. Donc, ne vous en faites pas. Excusez, cher ami. Vous savez, quand vous avez parlé d'Ukraine, ce n'est pas question de modèle. Vietnam, c'était la même chose. Quels que soient les modèles, ne vous en faites pas. Nous sommes assez intelligents pour créer nos propres modèles. Quand en Russie, ils peuvent mobiliser les gens qui ne sont pas de militaires, ils peuvent mobiliser. Aux États-Unis, quand il s'agit de Vietnam, ils se sont mobilisés. Quels que soient les modèles, s'il vous plaît, soyons un peu plus sérieux. Le sérieux ici, c'est quoi? C'est que les Congolais comprennent qu'on doit se battre pour notre nation. Quels que soient les modèles, s'il vous plaît, donc ne me parlez pas de modèles. Nous sommes intelligents pour créer nos propres modèles à court, moyen et long terme, s'il vous plaît. Ceux qui ne sont pas intelligents, nous laissons alors faire. À court, moyen et long terme pour que nous puissions nous mobiliser en ordre. En ordre, ça signifie quoi? Ce n'est pas question de milliers de dollars. Les Wazalendo sont capables, avec une structure légale claire, accompagnée, comme je vous ai dit, de se battre. C'est ce que nous faisons. On commence déjà. Mais c'est bien. Voilà pourquoi ça nous donne l'occasion d'entamer la dernière partie de ce podcast axé sur les résolutions qu'on a un peu découvert. Et là, je me tourne vers vous, Christian Moleka. La première résolution, je crois que c'est adressé au président, à l'attention de la présidence, primature et au Parlement. Faites-nous un résumé rapidement.
Oui, il y a des recommandations vis-à-vis de l'État, notamment en termes d'amélioration du cadre. On est longuement revenu sur le cadre. La plupart des chercheurs sont revenus sur le fait qu'il fallait donner un statut de force auxiliaire au Ouazalendo, donc faire évoluer la loi sur la rate. Et cette réflexion doit continuer. Ensuite, sur les aspects financiers, beaucoup de recommandations sur l'assainissement de la chaîne financière. Et je crois que le projet phare, c'était un fonds de stabilité qui permette de mieux canaliser le fonds vers eux. Ensuite, je dirais, sur les plans de la réforme, il faudrait que la question Ouazalendo soit inscrite dans la réforme globale sécuritaire. Nous avions commencé depuis 2001 une réforme globale appareil sécuritaire avec un programme DDR, depuis 2002. Je crois que nous sommes à la 4e phase DDR. Or, avant que la guerre du M23-2 reprenne, le gouvernement, à travers le PDRSS, avait déjà lancé la démobilisation, notamment en Ituri, avec des camps qui existaient. Et donc, une dynamique qui s'est arrêtée avec la reprise de l'agression. Et donc, une dynamique inverse de remobilisation des démobilisés. Et donc, si on n'a pas une stratégie globale qui intègre non pas uniquement les approches conjoncturelles du court terme, mais qui s'inscrivent dans la durée, nous aurons des problèmes. Et donc, il faut intégrer la problématique Ouazalendo dans une réforme globale de la sécurité et intégrer à la fois les dynamiques d'EDR, les forces auxiliaires dans un projet plus globalisant. Et ça, il nous manque un tableau de pilotage au niveau global qui prenne compte de ces différentes réformes-là. Un commentaire par rapport à ces recommandations, Madame Godelive. Parce que je lisais les recommandations, mais je n'ai pas vu les recommandations à l'intention des Ouazalendo eux-mêmes. C'est très important. Parce que un autre, voilà, pas de recommandation, donc on prend en compte. J'espère que l'étude prendra en compte, c'est là, c'est déjà... Oui, parce que en fait, l'étude devrait aussi voir comment les Ouazalendo se comportent sur le terrain, essayer de leur donner aussi quelques conseils. Je crois que c'est aussi une autre suggestion par rapport à ces recommandations. Première partie, parce qu'il y en a... Globalement formidable. Non, par rapport à cet aspect, à la présidence, à la primature, à l'Assemblée. Okay. Globalement formidable, parce que ce sont des recommandations que nous supportons aussi. Et globalement, comme on nous a dit, prise en charge, effectivement, vous savez, tant que les Ouazalendo, quelqu'un qui peut être aux lignes des fronts pendant 5 heures en train de tirer sans avoir de l'eau pour boire, vous pensez comment est-ce qu'il va se nourrir? Naturellement, l'histoire d'économie va rester. Donc, il faut vraiment de l'encadrement. Je suis 100% d'accord globalement avec ces recommandations. Voilà. On pourra les enrichir. Et pour la question du ministère de l'Intérieur... On va venir, on y va rapidement. On prend d'abord ces premiers points. Voilà. D'abord les recommandations et comme ça, on aura votre suggestion par rapport à ces premières recommandations à la présidence, à la primature. Est-ce qu'il y a une suggestion? Bonne recommandation. Parce que tout doit venir normalement de la présidence, de la primature. Ce sont eux qui doivent donner les go. Et donc, je suis tout à fait d'accord avec ce qu'ils ont proposé là-bas comme recommandation, qui doivent être mises en application. Donc, l'impulsion doit venir d'en haut pour essayer de faire bouger les lignes. Et on prend la deuxième partie des recommandations à l'intention de l'état-major, des FARDC, de la défense, une chaîne de commandement unique. Monsieur Christian Moleka, qu'est-ce que vous avez voulu dire par là, par exemple? D'un point de vue opérationnel, les Ouazalendo sur terrain parfois entretiennent des chaînes de commandement parallèles. On a vu par exemple avec la chute de l'Ouvira qu'à Fizi, ils arrêtaient les FARDC qui fouillaient la ligne des fronts, ils les chassaient, ils les poussaient à se battre. Et donc il y a ce parallélisme dans la chaîne de commandement. Or, qui dit chaîne de commandement dit également responsabilité. Parce que lorsque vous commettez les abus, votre chaîne de commandement vous couvre. Et donc il faut revenir sur une chaîne de commandement unifiée en intégrant le commandement sur terrain et renforcer personnellement les mouvements. Deuxièmement, c'est l'identification des filtrages. On parle des réserves face à une réalité qui est complexe. Et donc, à un moment donné, il faut identifier, il faut filtrer, il faut retenir ceux qui sont dans un cadrage normatif bien clair et avoir cette base de données, s'il les faut, biométrique. Ça veut dire, si on dit aujourd'hui, combien avons-nous de Ouazalendo? Je pense que même l'État aura du mal à vous donner des statistiques des Ouazalendo souterrains. Le président peut nous le donner. Ils sont à combien, les Ouazalendo? Officiellement, plus ou moins 50 000. On parle de plus ou moins. Non, mais il a raison. Il n'y a personne qui a des statistiques exactes. Là, je vous parle d'approximation.
Nous dépassons cela, mais là, nous avons pris avec Sekololo et les autres un peu toutes les lignes. Le travail d'identification, de filtrage est important pour savoir, et même quand on parle des chaînes de finances, on ne peut pas financer une entité qu'on ne maîtrise pas, parce que quand on est à plus ou moins, comment vous budgétisez plus ou moins? Et donc, un travail d'identification permet de dire, nous avons 20 000 hommes qui sont pris comme force auxiliaire et qui sont couverts par une chaîne de financement qui est très claire. Et puis, dernier point, sur le code de bonne conduite. Nous avons beaucoup parlé sur les droits humains. L'armée qui encadre le Ouazalendo doit travailler à renforcer les capacités des droits humains du Ouazalendo en proposant des codes de conduite, des codes de bonne conduite d'unité opérationnelle sur le terrain. Et ça demande de la formation, de la capacitation par le commandement militaire. Madame Godliff, vous êtes globalement d'accord avec ces recommandations? Très d'accord avec les recommandations, et je peux comprendre que le commandement, surtout pour la chaîne de commandement, c'est compliqué aujourd'hui. Parce qu'il y a déjà une sorte de méfiance terrible sur les terrains. Où certains. Oui, c'est ça, c'est les grands. Mais pourquoi il y a cette méfiance alors que vous vous battez tous pour une seule et même cause? Je vous ai dit quelque chose que vous n'avez pas pu peut-être bien retenir. Devant les chefs d'état-major, et il néglige pratiquement les Ouazalendo. Pour lui, les Ouazalendo, c'est un peu. À vrai dire, tant qu'on n'assainit pas l'armée, comme mon co-débatteur de l'État l'a si bien dit, nous n'avons pas confiance à nos chaînes de commandement. Ce qui fait que cette recommandation... Oui. Je vous dis ce que nous avons proposé. Et je répète, je vais vous donner la lettre. Ça va, ce n'est pas que je suis en train de le dire ici, on a des études aussi, n'est-ce pas? Nous avons dit que la chaîne de commandement devait dépendre de la présidence et du président comme chef des armées. Parce que comme nous n'avons pas confiance à notre chaîne de commandement de FARDC, est-ce que je peux le crier en haute voix? Nous n'avons pas confiance à notre chaîne de commandement de FARDC. Ça va? Ce qui fait qu'on ne peut pas avoir... Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut nous faire avons pour suggéré, créer? Qu'est-ce qu'il faut faire, s'il vous plaît? Nous avons suggéré, oui, ceci, que le chef de l'État, comme chef des armées, parce que c'est lui le chef des armées, ce n'est pas le chef d'état-major, puisse créer même une unité spéciale et une voie temporaire, votre attention. Ça serait temporaire parce que de toutes les façons, il nous faudra encore une FARDC unique, assainie. Mais pour l'instant, nous voulons dépendre uniquement du chef des armées, pas des FARDC. Parce qu'effectivement, le FARDC nous déçoivent depuis très longtemps et on n'arrive pas au résultat escompté globalement. Est-ce que vous n'avez pas l'impression de toujours vous mettre en marge de tout ce qui est légal, de tout ce qui est légal, étatique? madame? Le chef des armées, c'est institutionnel. Est-ce que c'est pas de fait de toujours essayer d'être à la marge? Nous sommes pratiques, comme on vous a dit. Et je vous ai dit, je travaille avec les services de sécurité et des renseignements. Je ne travaille pas seul. Donc, le Ouazalendo ne travaille pas seul. Et ils sont d'accord, comme l'autorité est en train de vous dire, de ce ça ne va pas. Raison pour laquelle beaucoup de généraux sont en train d'être arrêtés. En attendant que ça puisse se résoudre de leur part, nous sommes d'accord que sur terrain, ça va, on n'a pas d'approvisionnement comme il faut. Pratiquement, dire que comme c'est officiel, alors on ne sait pas se battre à cause d'eux. Donc, nous pensons qu'une des solutions temporaires, c'est que le chef des armées qui est au-dessus du chef d'état-major, ça va, lui-même prend en charge une unité spéciale, c'est légal aussi, vous me comprenez, une unité spéciale. Par exemple, les hiboux, pour l'instant, ça va quand même un peu bien, mais qui dépendrait de la présidence plutôt que du chef d'état-major. Là, je vous assure, on gagnerait rapidement cette guerre. Au niveau de l'État, ces recommandations à l'état-major, une chaîne de commandement unique, l'identification et le filtrage, code de conduite, on se dit, mais qu'est-ce qui bloque? On peut arriver à mettre ça en place, non? On pouvait déjà le faire. Commandement unique, c'est vraiment compliqué. Tout est compliqué avec l'État congolais. Comme il l'a dit tantôt là, vous vous retrouvez au fond avec des militaires qui fuient, mais les Ouazalendo qui ne veulent pas fuir et qui sont obligés d'arrêter les militaires. Vous voyez que c'est difficile qu'ils aient vraiment un commandement unique, un commandement d'un général de FARDC. C'est compliqué. Il nous faut le temps, comme on a dit, petit à petit. De toute façon, c'est pas leur... Petit à petit. Le commandant, il est le commandant des forces armées de la République et pas le commandant de Ouazalendo. On risque de revenir sur ce qu'on disait au début de ce podcast. Oui, cadre légal, comment, le cadre juridique, statut de Ouazalendo. C'est en fait... Géré. Et c'est possible. La complexité Madame l'a encore soulevé. Le chef de l'État est le commandant suprême des forces armées. Et les forces armées ont une hiérarchie et un commandement, l'unité de commandement. Et si nous avons cette approche presque parallèle, ça veut dire nous sortons de l'unité de commandement. Et comment nous adaptons
cette formation sui generis à un cadre normatif qui ne correspond pas. Le problème, il demeure. Donc, je pense qu'il faudrait... il faut tenir compte, je comprends la susceptibilité, la méfiance opérationnelle, les réalités de terrain. Et je pense que ce débat va rester ouvert sur comment combler le fossé de terrain et les cadres normatifs. En tout cas, ceux qui vont suivre ce podcast peuvent continuer également à faire leurs suggestions par rapport à ces différentes recommandations. Ouais, on ne va pas oublier l'essentiel. On va pas oublier l'essentiel. On va le rappeler d'ailleurs à la fin de ce podcast. On continue avec les résolutions. Donc, il y a ces résolutions à la présidence, à la primature. Et là, les résolutions à l'état-major des FARDC, à l'intention du ministère de l'Intérieur, de la Justice. Je regarde monsieur le ministère de l'Intérieur, mais monsieur Christian Moleka, pourquoi avoir voulu faire des recommandations à l'endroit, à l'intention du ministère de l'Intérieur, de la Justice et des autorités provinciales? Parce que le ministère de l'Intérieur gère les questions de gouvernance sécuritaire intérieure. Ça veut dire... Autant nous avons parlé d'une chaîne de financement assainie, autant en même temps, la conséquence, ce serait la suppression des barrières pour permettre cette mobilité des Congolais sans problème. Donc les recommandations sont liées. D'un côté, une chaîne d'assainissement assainie, de l'autre, suppression des barrières, des taxes qui sont créées dans les axes stratégiques. Deuxièmement, une gouvernance de proximité. Nous avons insisté sur le fait qu'il y a des abus. Mais comment on le règle? Eh bien, on met en place des cellules de veille mixtes qui permettent dans la proximité d'avoir autorités provinciales, les citoyens, la société civile, les VDP par exemple, pour ensemble monitorer les abus, les identifier ou peut-être avoir des points d'alerte parce que peut-être eux n'ont pas, mais également les informations. Comment on remonte les informations s'il n'y a pas de la proximité des cellules ou des cadres d'interaction qui permettent et à l'autorité locale, la société civile et les dynamiques d'avoir des lieux d'information. Et dernier élément, c'est décommunautariser la sécurité. Cette logique du terroir et du territoire, aujourd'hui nous en parlons parce qu'il y a une agression. Mais on le sait que l'une des questions intérieures qui se pose problème à l'Est, c'est les conflits ethniques ou intercommunautaires. Et donc cette dimension communautaire de la sécurité a l'autre pendant, c'est la cristallisation des tensions intercommunautaires. Et si on ne travaille pas à décommunautariser la sécurité pour avoir un narratif national, eh bien nous aurons créé les germes des prochains conflits. Ça veut dire les Wazalendo communautaires, Bafulero, seront opposés aux Wazalendo communautaires, BMB, ou autre. De ma question à Mme Godlive, comment on fait pour décommunautariser la sécurité, d'après vous? Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce que l'État peut faire pour décommunautariser? Je crois déjà que l'État doit structurer les choses de manière à comprendre que l'armée ne doit pas être formée surtout par que des populations qui sont par exemple, d'une zone. Je vois l'armée aujourd'hui avec les jeunes, par exemple, de ma communauté, les communautés Nandé, qui est là, et on s'est dit, bon, ce sont les Nandés qui doivent rester ici pour gérer ici. Ça, c'est déjà je pense que ça sera une manière de pouvoir décommunautariser. Donc, l'essentiel serait de prendre l'armée comme, en fait, un corps équipé qui peut, on peut faire des échanges, des rotations, de mutations entre les jeunes qui sont de l'Est, qui peuvent travailler à l'Ouest, ceux qui sont de l'Ouest peuvent aller à l'Est, mais aussi avec une crainte. Vous savez, madame, je vais dire une chose. Nous, les gens de l'Est, nous avons toujours pensé que si c'était vous, je prends les cas peut-être de manière péjorative, si la guerre était ici à Kinshasa, commencé ici à Kinshasa, on aura déjà perdu cette capitale, ces pays. C'est ça notre perception. Pourquoi? Parce que nous pensons, laissez-moi terminer mon idée, que nous, avec la situation, nous avons créé une sorte de résilience et nous nous battons au quotidien et nous avons compris que nous sommes les seuls à pouvoir nous battre pour nos terres. Et on nous l'a dit souvent dans plusieurs des salons au niveau international, on nous dit la guerre ne va pas terminer avec les accords ni avec je ne sais pas quoi, c'est avec vous les Congolais. C'est déjà une sorte de responsabilisation. On nous responsabilise. Mais les terres de l'Est, ce sont aussi les terres congolaises. Oui, c'est ça, c'est des terres congolaises, mais quand nous regardons ce qui se passe aujourd'hui, avec tout ce qu'il y a, ces complots qui se fait au niveau national, mais ces gens-là, ils pensent que l'Est n'a pas besoin de vivre en paix. Tous ces gens ici, on est en train d'accuser certaines personnes qui ont comploté contre l'État, qui aujourd'hui, qui sont en connivence avec le M23. Moi, je ne les dis pas parce que je n'ai pas de preuves, mais moi, j'ai entendu. Ici, tout le monde a entendu. Mais quand c'est une situation qui se présente comme ça,
Nous, on s'est dit, mais nous sommes un peu confus. On va continuer, on va très bientôt terminer. Moi, je voulais avoir vos idées par rapport à la décommunautarisation, parce que comment on fait en amont rapidement, comment on décommunautarise. Ce que nous, les Ouazalendo, nous avons compris. Avec 262 groupes de VDP, nous nous sommes organisés dans une coordination qui, malheureusement, certaines autorités ne veulent pas. Non, je l'ai dit directement, ils ne veulent pas de l'organisation parce que pour décommunautariser les Ouazalendo en communauté, ça va, des défenses, il faut comprendre qu'il y a une coordination nationale et nous nous battons pour toute la nation. C'est très important, pourquoi? Parce que même pour des stratégies militaires, maintenant nous pouvons prendre, et moi je le fais. Nous prenons des groupes qui viennent du Maniema, qui vont se battre effectivement à Walungu, qui vont se battre à Chabunda, etc., etc. Donc ce n'est plus une histoire de « je me bats pour ma petite terre ». Ça devient pour la nation, même si dans le psychique c'est ça, mais officiellement, c'est ça, les recherches ont tout à fait raison. Nous les faisons déjà. Mais effectivement, vous comprenez que disent certaines autorités? Ces autorités-là que nous sommes en train de combattre. Excusez-moi d'être direct parce que je l'ai écrit. Donc, il n'y a rien de spécial que je suis en train de dire parce que je l'ai écrit. Ça va? Ces autorités, nous les combattons parce qu'ils veulent que cela reste. Non, nous devons traiter qu'avec les Ouazalendo qui sont sur le terrain. Voilà leur langage qu'ils ne comprennent pas, effectivement. Ils pensent que nous sommes sur terrain, mais nous sommes venus ici pour organiser les Ouazalendo. Donc, je pense que ce n'est pas compliqué. Le ministère de l'Intérieur, de la Justice, comme on l'a dit, s'ils ne nous reçoivent pas, alors comment voulez-vous qu'on puisse appliquer ce que nous sommes en train de faire? Et pourtant, je vous dis, nous contrôlons plus de 70%, ça va, des lignes de front. Théoriquement, nous sommes forts. Mais certaines personnes ne veulent pas comprendre que nous sommes forts et qu'il faut traiter avec nous. C'est eux le chef, vous comprenez? C'est eux le chef. Nous reconnaissons l'État congolais. Nous reconnaissons le président de la République. Alors organisons-nous. Nous sommes assez intelligents. Est-ce que vous savez qu'on nous appelle des bichouchous? Pourquoi? Parce qu'effectivement, il y a certaines personnes qui ne veulent pas de l'organisation. Bichouchou, ça signifie les bons à rien, qui ne savent pas réfléchir. Et certaines autorités tendent à les démontrer. Les gens ont difficile à accepter l'organisation et la excellence. Acceptez l'organisation, vous recevez tous les gens, les Wewa, les musiciens, tous les gens vous les recevez. Et vous êtes incapables de nous recevoir, nous, parce que vous pensez qu'il y a des confusions. Vous avez vu où une organisation de 262 VDP? C'est où? Où est-ce que vous avez ça? Alors là, c'est un coup en direct, mais c'est autour de la il y a cette décommunautarisation. C'est même au cœur de cette situation d'insécurité dans la partie est de la République démocratique du Congo. Comment on fait? Cela ne sera possible qu'une fois l'autorité de l'État est rétablie sur l'ensemble du territoire. Parce que rappelez-vous qu'avant toutes ces guerres d'agression, eh bien, il n'y avait pas groupes communautaires, ça n'existait pas. Je pense qu'une fois que l'autorité de l'État est rétablie sur l'ensemble du territoire, ces gens-là vont disparaître, ces groupes communautaires vont disparaître, l'armée nationale va gérer le pays. C'est la réalité, c'est la réalité. Ils ont les armes. Moi, je me dis, ils ont les armes. On n'allait pas faire disparaître quelqu'un qui a une arme. C'est compliqué. Et on va les démobiliser. C'est qu'au Maniema, aujourd'hui, nous avons un groupe de Ouazalendo. C'est une zone qui est contrôlée par l'État congolais. Est-ce qu'on peut d'abord commencer par organiser les provinces qui ne sont pas sous contrôle, qui travaillent avec l'État? Est-ce qu'on peut commencer par... C'est que l'autorité m'a dit, non, il n'y a pas de Ouazalendo. J'ai dit, il y a des Ouazalendo au Maniema. Une des autorités qui sont en train de discuter m'a dit, il n'existe pas de Ouazalendo. Il n'y a pas comprendre le ministère de l'Intérieur, oui. Le ministère de l'Intérieur, effectivement, a le devoir de la protection des citoyens à l'intérieur du pays et de leur bien. Mais il y a un défi, un problème. Si je dois revenir à ce que je vous ai dit au début ici, que le pays a été désorganisé sur le plan de la sécurité sciemment par une certaine communauté internationale. Je vais vous dire que, à ce qui concerne la police nationale, par exemple, depuis le gouvernement de l'AFDEL, jusqu'à ce jour, il n'y a jamais eu de recrutement de policiers. La plupart des policiers que vous voyez ici, n'importe quel détenu, ils n'ont jamais été dans un centre d'entraînement. Donc, on a un défi, on a même un problème d'effectif même de la police. Comment notre ministère peut aller, par exemple, démanteler les barrières qui se trouvent en Ituri, en pleine guerre, où les policiers ont peur. Ce sont des policiers qui ne sont même pas formés. Ils ne peuvent pas aller. Comment ils peuvent aller? On va bientôt terminer. On a vu le sujet passionnant. Moi, je l'ai terminé par cette recommandation. C'est vrai, il y a la recommandation à l'endroit de PDDRC et des partenaires de développement. Il y a ces recommandations, mais également
à l'intention de partenaires internationaux, dont Friedrich Ebert est en train de jouer sa partition, en organisant déjà ce podcast. Les partenaires internationaux sont un point important dans cette situation, dans cette structuration, dans cette remise à l'ordre de la situation sécuritaire en République démocratique du Congo. On va essayer de terminer par ça. Je fais le tour de table rapidement. Si vous prenez par exemple la réforme sécuritaire depuis 2002-2001, c'est le SEC, le pôle, l'Union européenne qui accompagnait la réforme. L'académie de police qui a été construite à Ntsélé là-bas, c'est également un financement européen. Donc il y a moyen avec les partenaires de travailler à la gouvernance sécuritaire de manière globale, ou également d'aller dans les approches sectorielles. On a parlé des droits humains ici. Et la Fondation Friedrich, par exemple, peut travailler avec la synergie de la société civile sur des questions des droits humains, sur les reporting des abus sexuels, sur les renforcements en capacité des unités, sur les questions de droits humains. Ce sont des questions sur lesquelles la société civile peut travailler en partenariat avec les partenaires. Je veux peut-être effleurer la problématique PDRSS. Généralement, lorsqu'on a mis en place le DDR chez nous, le processus DDR, à la fin, il y a une forme de kit qu'on remet aux démobilisés. Généralement, soit les kits, c'est faire la couture, l'agriculture ou l'élevage. Mais nous sommes dans un contexte où vous avez des unités qui brassent les minerais, qui brassent de l'argent, qu'il faudra demain démobiliser et réinsérer économiquement. Donc si on n'a pas aujourd'hui une réflexion profonde sur le post-conflit en termes d'intégration économique, eh bien, les dividendes de la guerre seront plus importantes que les dividendes de la paix. Et en conséquence, celui qui a l'arme aura tendance à garder les dividendes de la guerre qui sont beaucoup plus importantes que les dividendes de la paix. Mais c'est ce qui se passe, M. Saleh, peut-être que ce sera l'un de vos derniers mots, c'est ce qui se passe depuis 30 ans dans la partie est du pays, c'est-à-dire il y a des gens qui ont des armes, et qui ont des minerais, qui gèrent des carrés miniers et qui n'ont pas envie que ça s'arrête. Est-ce qu'on ne risque pas de se retrouver avec cette situation, justement, avec les Ouazalendo, et aussi quel peut être l'accord de la... J'aimerais vous froisser un peu, c'est mon rôle. Les programmes DDDES est assez inutile. Sa conception, sa philosophie est inutile. Même s'il faut ce programme-là. La priorité, c'est que, comme mon co-débatteur l'a dit indirectement, ça va. Est-ce que vous savez que j'ai ri parce que j'ai des jeunes exactement qui reçoivent ces kits-là et puis ils retournent dans nos rangs et ils se battent, ils continuent matin, midi, soir. Ça devient un jeu, une blague, etc. Il y a un problème de philosophie. On ne peut pas avoir des DDRS et le président de la République nous demande effectivement de défendre la nation. C'est quoi ça? Nous, on est là pour défendre la nation et vous nous dites que vous allez nous prendre nos armes et qu'on puisse déposer les armes. Philosophiquement, ça ne marche pas. Nous savons qu'il faut l'après-guerre et que nous sommes assez intelligents pour d'abord gagner la guerre tout en réfléchissant à l'après-guerre. Tout le fonds-là devait venir pour soutenir effectivement l'économie des Ouazas. J'ai dit tout ce fonds-là. On doit supprimer le PDT. J'ai dit pas supprimer, s'il vous plaît. J'ai dit c'est assez inutile dans sa forme. Suspendre on temporairement. On doit garder... Non, il y a des gens qui peuvent être démobilisés, qui veulent être démobilisés. Mais ça sera la minorité parce que nous encourageons aux gens de venir s'enrôler et de se battre. Donc, nous faisons l'inverse du PDDRS. Et je travaille avec la cellule de PDDRS du ministère de la Défense, avec le général Baleke. Je suis pratique, je ne suis pas un théoricien ici. Je travaille avec eux, nous mobilisons les gens pour qu'ils prennent les armes, et vous avez un programme pour démobiliser les armes, pour remettre les armes. Bon, ok, vous voulez quoi en fin de compte? Bah ouais, c'est terrible de philosophie. C'est pas possible, les gens réfléchissent, je ne sais pas comment. Il faut un pilotage global, une réforme globale qui tienne compte de ces histoires, il faut arrêter. Je vous en prie, et s'il vous plaît, on prend le ministre, l'État congolais, comment on peut à la fois appeler à une mobilisation tous azimuts générale pour lutter contre l'agression et de l'autre côté, faire en sorte qu'il y ait la démobilisation. Est-ce que l'État avait bien réfléchi ou a bien réfléchi à ça? C'est compliqué. C'est compliqué. Les programmes, effectivement, il existe. Déjà, il travaille sur le plateau de Bateke avec le Mobondo, mais il ne peut pas travailler à l'Est encore pour le moment, étant donné que la guerre est là. On en parle. Je suis le point focal du ministère au PDDRSS. On a déjà posé ce problème-là. Déjà, il y a ceux qui avaient été démobilisés qui ont repris encore les armes. Donc, c'est compliqué. Mais pour le moment, le programme travaille avec... les jeunes à démobiliser sur le plateau de Bateke. Donc le programme a sa place. Il a toute sa place. Donc, il a toute sa place. Le programme a la configuration actuelle. Là où je vous parle, au Maniema,
Ils ont renvoyé ces programmes-là. Et maintenant, mes hommes m'ont demandé, qu'est-ce que nous faisons? Nous intégrons, il y a quand même un peu d'argent. Mais ne vous en faites pas, nous allons retourner directement, encore prendre les amis. C'est n'importe quoi, s'il vous plaît. Vous savez, les Congolais ne savent pas prendre les grandes décisions. Une grande décision, c'est qu'on supprime ces programmes, on les refait. Parce qu'il faut quand même démobiliser certaines personnes. C'est bien quand même pour les Mobondoa. Je vous dis, s'il vous plaît, la grande partie du PDDR est à l'Est. Ce n'est pas avec les Mobondo. Ça, c'est une petite partie. La grande partie, même avec les organisations internationales, madame est là, c'est à l'Est. Donc, je prends le gros, pas des exceptions de Mobondo, 2, 3, 4 émissions. C'est pas possible et ça fait des années que ça dure. Donc, vous avez des gens qui ne font pas une réflexion stratégique, qui dépensent beaucoup d'argent avec l'Union européenne qui vient distraire les gens ici en dépensant beaucoup. Et s'il vous plaît, je suis clair, distraire les gens. Ça va? Parce que je vous ai dit moi-même, il n'y a pas de résultats. Les résultats, c'est que moi-même, j'ai mes enfants, mes jeunes, qui prennent de votre argent, comme vous voulez donner l'argent gratuitement, ça va. Ils prennent de cet argent et après, ils retournent à nos lignes de front. Ils font preuve peut-être de bonne foi. On va terminer avec vous. Écoutez, oui, ils font preuve de bonne volonté, madame. Moi, je voudrais aborder dans deux sens. Déjà, le programme a tout son sens parce qu'il y a aussi la mobilisation des jeunes mineurs dans le groupe. Il y a aussi cet aspect-là. Il y a des jeunes mineurs qui ne peuvent pas entrer dans le groupe armé, mais qui sont là. C'est que le programme peut aussi arriver à démobiliser ces jeunes-là. Et c'est très important. C'est des enfants dans les groupes armés. C'est un crime contre l'humanité. Et nous devons vraiment nous battre, nous tous, pour que ces jeunes-là ne puissent pas rester dans le groupe armé. Mais de l'autre côté également, il faudrait reconnaître que la position aujourd'hui que nous avons avec le Wazalendo, c'est une position que sur laquelle le gouvernement devrait travailler efficacement. Parce qu'il y a des Wazalendo, comme on l'a dit, qui ne sont pas formés aujourd'hui. Et la communauté internationale est même victime. À Butembo, par exemple, nous avons vu des Wazalendo qui se disent Maïmaï, qui ont pris les armes contre tous les acteurs humanitaires. Et cela a brûlé tout. Donc, cela suppose que tous les acteurs au niveau international devraient normalement travailler pour qu'il y ait quand même des espaces de travail qui soient plus sûrs et où tout le monde peut travailler tranquillement. Ça, c'est très important. Et la question d'aide, est-ce qu'aujourd'hui, nous avons également, dans certains cas, parce que moi, j'exécute un grand projet avec CARE International. C'est un projet de sécurité alimentaire à Butembo et partout. Plutôt à Msienene, mais dans les zones un peu plus reculées. Mais nous avons vu que les Wazalendo ont aussi des dépendants. Vous voyez, ils ont des dépendants et nous devons pas les oublier dans ce que nous faisons avec l'aide, dans le cadre de la distribution de l'aide. Et nous ne pouvons pas, par exemple, aujourd'hui dire que comme c'est des gens qui sont de Wazalendo, ils ne peuvent pas obtenir quelque chose. Donc, il y a lieu de pouvoir, tout le monde devrait travailler efficacement pour que cet aspect-là puisse trouver une solution. La problématique de Wazalendo soit très bien, n'est-ce pas, comprise et que nous puissions arriver à dégager certaines solutions qui puissent apporter la paix au niveau de l'Est et la Voilà, RDC. c'est important d'aborder cette problématique. Moi, je vous remercie d'avoir participé avec moi dans ce podcast pour parler de cette question à la fois importante, sensible, mais qui est au cœur de tout ce qui est en train de vivre la République démocratique du Congo. Donc, c'est un début. On continue les débats. J'étais très heureuse d'être avec Madame Godelive Mbango Madieka, coordinatrice de la plateforme Sauti Amama Mukongomani et présidente de l'association dynamique de femmes juristes. Merci à vous pour votre participation. Merci à M. Emmanuel Dadi Saleidi, professeur d'université et coordonnateur national des volontaires pour la défense de la patrie, VDP Wazalendo. Merci, on vous a vu parler avec cette passion, cet engagement et cette détermination. Ah oui, mais c'était très important d'avoir tous ces éléments autour de Wazalendo et ainsi que de leurs actions. Merci à Christian Moleka Dombo, analyste politique et coordinateur de la dynamique des politologues d'IPOL. Vous étiez également au cœur de cette étude qui a fait l'objet de nos échanges aujourd'hui. Enfin, on remercie M. Sylvain Mbali Boukira Moukanira, pasteur et conseiller au cabinet de VPM de l'Intérieur. Nous, le débat est lancé. Merci à la Fondation Friedrich Ebert,
qui nous a permis d'avoir ce débat. Là où partout vous me suivrez, continuez à débattre autour de ces questions. Et comme on l'a dit tantôt, n'hésitez pas, participez par vos suggestions, vos réflexions pour faire avancer cette cause. Moi, je suis très heureuse de vous présenter ce podcast. C'était Élisée Odia depuis le studio Fritz. À très bientôt. Les rêves des léopards rouges. Politique et société en RDC. Un podcast de la Fondation Friedrich Ebert. Production, John Makassi. Régie, Constantin Grund.